Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand est de retour pour ce premier direct de l'année 2016. Bonjour Franck et bonne année. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vous présente tous mes vœux à vous, chère Anissa, et à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs. Vous êtes nombreux à nous écouter chaque jour, chez vous, en voiture, au travail, en France comme au bout du monde grâce à Internet. Très nombreux aussi à télécharger l'émission pour l'écouter à votre guise. Alors à tous, à toutes, une très belle année 2016. Et pour commencer cette nouvelle année, vous nous parlez aujourd'hui d'un des enfants de Louis XIV. Oui, vous savez que Louis XIV n'a eu qu'un fils légitime, le grand dauphin. En tout cas, c'est le seul des enfants légitimes du roi qui ait vécu. Mais il a eu de nombreux enfants naturels et quelques bâtards légitimés. Eh bien, c'est à cette dernière essence qu'appartient le duc du Maine, fils du roi et de madame de Montespan. Sans aucun doute, le fils le plus intéressant de Louis XIV. Vous allez d'ailleurs pouvoir en juger tout de suite. Et pour nous en parler, vous avez invité Jean-François Solnon. En effet, Jean-François Solnon, grand connaisseur de la France d'Ancien Régime et qui nous fait l'amitié de commencer l'année avec nous. Et nous nous rappelions, avant même que ne commence cette émission, que c'était déjà le cas l'année dernière. Nous avions fait la première émission de l'année ensemble, Jean-François Solnon. Bien que ça vous porte chance comme ça nous l'a porté jusqu'ici. Et puis sachez que tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question d'Aurélie sur l'origine des prénoms, enfin, je devrais même dire des noms des rois de France. Quel programme! Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. « 22 août 1715 à Versailles. Le roi Louis XIV est déjà très atteint par la gangrène qui le ronge. Il n'a plus que quelques jours à vivre. Il est incapable de se déplacer maintenant et il ne va pas pouvoir assurer la revue de la gendarmerie qui a été prévue ce jour-là en son honneur. Il faut bien que quelqu'un le remplace, il faut que quelqu'un le représente. Alors, on aurait pu s'attendre à ce que le vieux roi délègue cette cérémonie à son neveu, le duc d'Orléans, le prince Philippe, qui est appelé logiquement à assurer la régence après sa mort, mais non. Louis XIV choisit contre toute attente l'aîné de ses bâtards, le duc du Maine, ce duc du Maine qui est né de ses amours avec madame de Montespan et qui a été élevé par madame de Maintenon. Voilà donc Louis-Auguste, ce fils aîné, qui est affublé d'un pied beau. On reconnaît à la cour le duc du Maine à sa démarche. Vous savez, il boitait, il avançait un peu péniblement. Eh bien, le voilà qui maintenant avance de sa démarche claudicante, mal assuré, face aux gendarmes. Il est accompagné du petit dauphin, le futur roi Louis XV, qui est âgé d'à peine 5 ans. Il exécute avec application, avec un peu de gêne aussi, l'ordre de son père, le grand roi. Il s'agit sans doute de l'un des jours les plus glorieux de la vie du duc du Maine. C'est en tout cas le signe éclatant de sa faveur. Certains peuvent légitimement se demander à la cour, en cette fin de mois d'août, si ce prince, qu'on sait intelligent, cultivé, plein de charme, mais aussi excessivement réservé, et si, peut-on se demander, et si lui aussi était l'homme à suivre en prévision de la régence qui s'annonce. Il faut dire que le chemin qu'a parcouru le duc du Maine de sa naissance clandestine en 1670 jusqu'à cet été 1715 est un chemin impressionnant. Par touches progressives, au fil des décennies, il s'est vu promu par son père, par Louis XIV, de manière prodigieuse. Il faut dire que les bâtards de Louis XIV occupent une place tout à fait à part, tout à fait particulière dans l'histoire du règne. Le duc du Maine et son frère, le comte de Toulouse, ont non seulement été reconnus par leur père, mais ils ont été placés au-dessus des ducs et pairs du royaume, à la grande colère du duc de Saint-Simon. Ils ont été déclarés princes du sang, considérés aptes à monter sur le trône en cas de disparition des autres princes de la famille royale. Vous imaginez l'importance de cette véritable révolution dynastique. Voilà de quoi surprendre à la cour où l'on bruisse en secret. N'est-il pas choquant tout de même de promouvoir ainsi des bâtards? N'est-ce pas là le signe de l'influence de madame de Maintenon qui aime son boiteux de duc du Maine comme un fils? Le droit le plus élémentaire, les droits fondamentaux du royaume ne se trouvent-ils pas attaqués?
Comme le note Jean-François Saulnon, je cite, « L'assimilation des bâtards aux descendants légitimes de Hugues Capet viole l'adage « on est prince du sang, on ne le devient pas ». L'habilité à succéder au trône est violation des lois fondamentales du royaume. » Eh bien, Louis XIV ne s'est pas arrêté à cela. Il a accompagné l'élévation de ces bâtards d'une politique de mariage entre ces deux familles, sa famille légitime et sa famille illégitime d'une certaine manière, ce qui veut dire que Louis-Auguste, notre duc du Maine, a épousé ni plus ni moins qu'une fille du grand Condé, le cousin du roi. Un mariage qui, disons-le, ressemble un peu à celui de la carpe et du lapin. Le jeune prince est doux, sérieux, discret. Son épouse, Louise Bénédicte, est l'exubérance incarnée. Elle est vive, elle est tyrannique, elle a beau être d'une taille minuscule. Partout où elle passe, on ne voit qu'elle, on n'entend qu'elle. Sa vie, elle la met en scène dans leur beau château de Sceaux. Elle organise des fêtes extraordinaires, interminables, où se presse la jeunesse dorée du temps dans un tourbillon de divertissements littéraires, de jeux en tout genre. C'est une petite cour fourmillante autour de la duchesse du Maine. Et on a l'impression qu'à cette cour, tous n'existent que par elle et pour elle. Et il faut l'imaginer là au milieu, un peu comme la reine des abeilles, cette altière Louise Bénédicte, bien consciente de la voie qui s'ouvre pour son timide mari, alors que le vieux roi, mourant, est en train de mettre la dernière main à ses ultimes volontés. Il faut dire que Louis XIV regarde avec méfiance le futur régent Philippe d'Orléans, cet homme sans doute très doué, mais assez licencieux, tandis que le pieux duc du Maine est vu, malgré sa réelle tendance à la faiblesse, comme un homme studieux, fidèle. C'est Philippe Erlanger qui raconte: jetant autour de soi des regards désabusés, Louis XIV songeait que celui-là seul serait capable de suivre exactement la route qu'il avait tracée. Et c'est toute la question de la fidélité à la politique mise en œuvre par le vieux roi. Louis XIV sent la mort approcher, il est très affaibli, il va recevoir, vous le savez, nous avons raconté ça, nous l'avons fait dans sa chambre même, devant son lit, pour le tricentenaire de sa mort il y a quelques mois maintenant. Il reçoit tour à tour les membres de sa famille, qu'il appelle à la concorde, et bien sûr, il reçoit le duc d'Orléans, ça c'est tout à fait naturel, et le duc du Maine, qui ont droit, l'un comme l'autre, à des entretiens particuliers. Le roi consacre les derniers feux de son pouvoir à cette future régence qu'il convient d'organiser maintenant, une régence qu'il conçoit en un jeu de subtils équilibres. D'abord, le roi rassure le duc d'Orléans. Non, il ne confiera pas la régence à son petit-fils, le roi d'Espagne Philippe V, qui a renoncé à tous ses droits sur le trône de France. C'est bien lui, son neveu Philippe, qui aura la première place après sa mort. Mais on va réserver une place très importante à Louis-Auguste, car il apprend de son côté, ce duc du Maine, qu'il aura un rôle important à jouer pour la continuité du règne. Mais cette parcelle de pouvoir qui lui sera confiée, il lui faudra se battre pour la conserver, et cela, on peut penser que Louis XIV lui-même, malgré l'estime qu'il a pour le duc du Maine, malgré l'estime qu'il éprouve pour son fils, il est permis de penser que Louis XIV doute qu'il en soit capable. Un extrait des Indes galantes sur Europe 1 composé par Jean-Philippe Rameau. Cet après-midi, grâce à vous, Franck Ferrand, nous faisons un peu mieux connaissance avec l'un des fils de Louis XIV, le duc du Maine. C'est le grand deuil à la cour de Versailles. Nous sommes le 1er septembre 1715. Louis XIV vient de mourir au petit matin. On est déjà, bien sûr, en train de s'activer pour préparer la suite. Chacun avance ses pions. C'est aussi à cela que ça sert, une cour royale, bien entendu. Philippe d'Orléans n'entend pas se faire voler le pouvoir pendant la minorité du petit Louis XV. Depuis longtemps déjà, il consulte, il manœuvre, il rassemble, il convainc ou tente de convaincre. Il faut vous dire que Philippe d'Orléans, le neveu de Louis XIV, est un homme politique dans l'âme.
Aussi, le 2 septembre, jour où le testament de son oncle doit être ouvert publiquement devant le Parlement de Paris, tout a été préparé. Sans que le duc du Maine le mesure bien, il est déjà distancé. Tout a été mené dans son dos, si je puis dire. Peu après son arrivée au Parlement, le duc d'Orléans concrétise son avantage. Il se lance dans un discours très éloquent, d'ailleurs, qu'il prononce avec une belle assurance, et sans oublier de brosser tous ses partisans dans le sens du poil, il se pose en régent légitime. Quant à Louis-Auguste, eh bien, il n'est là qu'en tant que spectateur passif, qui se tait, qui attend. Après tout, il sait que le testament du roi lui est favorable. Et c'est vrai, la lecture du document est sans appel. Le duc d'Orléans, donc le neveu du feu roi, obtient une préséance au conseil de régence, mais ce n'est qu'une préséance honorifique. Le bâtard légitimé, Louis-Auguste, duc du Maine, se voit confier l'éducation de l'enfant roi. C'est lui qui aura l'autorité sur des troupes très importantes. On pourrait presque dire qu'il est vice-régent, qu'il est même l'homme fort du régime qui est en train de se mettre en place, en tout cas si l'on respecte le testament de Louis XIV. Bien évidemment, le duc d'Orléans avait prévu tout ça. Il sait qu'il peut compter sur le soutien du Parlement. Le Parlement, ça n'a rien à voir avec une instance politique délibérative comme celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est d'abord et avant tout une instance juridique et judiciaire qui, dans un certain nombre des grands moments de la vie de la monarchie, a son mot à dire. Eh bien, ce Parlement va aider le duc d'Orléans. On va détricoter, si j'ose cet anachronisme, on va détricoter le testament du grand roi, et finalement le combat entre les deux rivaux n'est qu'un combat esquissé. Louis-Auguste tente de réagir, mais alors que les esprits commencent à s'échauffer, il finit par renoncer, il s'incline, et contrairement au solide duc d'Orléans, on peut dire qu'il a montré dans cette circonstance qu'il n'était pas fait pour le combat politique. Au terme d'une journée aussi éprouvante pour lui que clairement humiliante, le duc du Maine conserve la surintendance de l'éducation de Louis XV, il conserve son siège au conseil de régence, et puis c'est tout. Philippe d'Orléans, désormais, est pleinement régent, il a les mains libres. Pour tout vous dire, sa crainte, ce n'était pas tant le duc du Maine, dont il avait depuis longtemps mesuré la faiblesse, et la position somme toute assez difficile. Ce que craignait le duc d'Orléans, c'était de voir son pouvoir en partie muselé. Et la duchesse du Maine, l'épouse très remuante du duc du Maine, quand elle apprend la défaite, elle tombe dans une de ces fureurs dont elle a le secret. Son biographe Jean-Luc Gourdin raconte: cris, hurlements se déchaînent, une rage que rien ne peut tempérer. On rapporte que nombre de bibelots, vases, verreries et autres statuettes ce jour-là ont volé en éclats. Dès que la raison lui revient, Louise Bénédicte ne pense plus qu'à une chose: s'installer à Paris, être plus près du pouvoir d'une certaine manière. Là, et là seulement, elle pourra reprendre le combat, car on peut dire que le duc et la duchesse du Maine ne sont pas au bout de leur peine. Désormais, ils n'ont plus pour les asseoir la protection de Louis XIV. Le vieux roi est mort. Ils vont, s'ils ne font rien, ils vont perdre bien davantage encore. Alors il faut imaginer les querelles familiales de l'époque. Le propre neveu de la duchesse du Maine, le duc de Bourbon, se lance à ce moment-là dans une vaste offensive contre les bâtards légitimés. Avec d'autres, ils considèrent leur statut de prince du sang, leur possibilité de succéder à la couronne, etc. comme inacceptable. Ils essaient tout simplement de récupérer les avantages perdus du vivant de Louis XIV. Dans ce contexte, la duchesse du Maine devient intenable. Elle qui était la reine des fêtes de Sceaux, elle met son extraordinaire énergie à défendre la cause de son mari et de leurs 3 enfants. La voilà qui se pique d'étudier d'épais dossiers qu'elle entasse partout dans ses appartements. Elle s'improvise politique, si je puis dire. Elle attire auprès d'elle tous les opposants que le pauvre Philippe d'Orléans peut avoir. Il en a, croyez-moi, dont le futur Voltaire d'ailleurs. Ils sont tous sommés de produire des traits d'esprit acides contre ceux qui empêchent le duc du Maine d'exercer pleinement les pouvoirs qu'avait prévu le vieux roi. Le duc du Maine, lui, avec son frère d'ailleurs, le comte de Toulouse, vont plus sobrement
étayer tout un argumentaire juridique pour essayer de défendre le rang que Louis XIV leur avait donné, mais inutile de vous dire que c'est peine perdue. En juillet 1717, ils perdent leur statut de prince du sang, même s'ils conservent un certain nombre de privilèges, mais enfin ça devient assez symbolique. C'est un échec terrible, un de plus pour ce pauvre Louis-Auguste, duc du Maine, qui, fidèle à ce qu'il est, voudrait prendre le parti de la sagesse. Après tout, puisqu'on ne veut pas de lui, il n'a qu'à se retirer. Mais se retirer, ça n'est pas dans le vocabulaire de son épouse, de sa bouillonnante princesse de femme, princesse du sang, parce qu'elle est née princesse du sang, elle est hors d'elle, Louise Bénédicte. Madame Palatine, la mère du régent, le raconte dans une de ses lettres, toujours un peu méchante, vous savez comment était la princesse Palatine. La petite naine, dit-elle, c'est comme ça qu'elle appelle la femme du duc du Maine, la petite naine a battu son mari, elle a mis en pièces les miroirs qui se trouvaient dans sa chambre, elle a brisé tout ce qui s'y trouvait de fragile. Une chose est sûre, Louise Bénédicte n'a pas dit son dernier mot face à ce qu'elle estime comme des injustices. De là à sombrer dans la conspiration, il n'y a qu'un pas. Un pas, ai-je besoin de vous le dire, qu'elle va s'empresser de franchir. Et pour ce début d'année 2016, Franck Ferrand, cet après-midi, vous emmène sur les traces du duc du Maine et de la duchesse du Maine. On le verra dans un instant. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission avec le hashtag ACDH. Ça, c'est sur Twitter. Vous pouvez également laisser vos messages sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Cet après-midi, Franck, vous nous emmenez sur les traces du duc du Maine. Enfin, lui et sa femme, la duchesse du Maine, ils sont en train de sombrer dans la conspiration. Là, donc, ça y est. Pour ceux qui nous rejoindraient, je rappelle que le duc du Maine est un des enfants que Louis XIV avait eu avec Madame de Montespan, donc un enfant naturel qu'il a reconnu. C'est un bâtard qui a été reconnu et légitimé, s'il vous plaît, par ordonnance royale. Donc on est en présence d'un prince, même si c'est un petit peu un prince de la main gauche, si l'on peut dire. Il n'a pas eu, à la mort de Louis XIV, la place que son père lui avait officiellement réservée, sous l'influence d'ailleurs de Madame de Maintenon. Nous en parlerons tout à l'heure avec Jean-François Soldon. Je pense que le rôle de Madame de Maintenon dans la rédaction du testament de Louis XIV ne doit surtout pas être sous-estimé. Et ce Louis-Auguste, duc du Maine, est un peu tiraillé entre son désir d'accomplir son devoir au service du jeune roi Louis XV, puisqu'après tout il a quand même des fonctions, et puis son amertume face à ces attaques permanentes dont il est la victime, que ce soit en tant que bâtard légitimé bien sûr, mais aussi comme tenant du parti de l'ancienne cour, cette cour qui se veut fidèle à Louis XIV dans une régence qui, elle, promeut de toutes nouvelles orientations politiques. Vous savez, ça a été un changement brutal, la régence, quand même. On s'est mis à concevoir le pouvoir d'une manière très différente, pas forcément plus avancée d'ailleurs, mais enfin ça nous entraînerait très loin dans la discussion politique. Toujours est-il que le duc du Maine incarne dans ce régime de la régence le véritable fidèle aux anciens principes Louis XIViens. Ça, c'est le duc du Maine. Mais alors la duchesse du Maine, la remuante Louise Bénédicte, elle, il faut l'imaginer en furie, en colère, qui refuse de déposer les armes. Et puisqu'elle ne trouve pas véritablement de soutien en France, eh bien, qu'à cela ne tienne, elle va aller en chercher ailleurs. Alors qu'à cette époque, les tensions sont de plus en plus vives avec l'Espagne, où règne, par ailleurs, rappelons-le, un petit-fils de Louis XIV, le roi Philippe V, une idée flotte dans l'air. Et si le tout petit roi, le fragile petit roi Louis XV venait à mourir ? Est-ce que le roi d'Espagne Philippe V, petit-fils donc de Louis XIV, ne serait pas plus légitime que le régent pour accéder au trône ? Voilà le calcul en tout cas de la duchesse du Maine, qui se dit que tout ça permettrait de redonner au bâtard légitimé un grand statut et pourquoi pas même un rôle politique de premier plan. Et voilà notre aventureuse Louise Bénédicte qui, l'esprit un peu tourné par tous ces beaux projets, se met à rencontrer secrètement l'ambassadeur d'Espagne. L'ambassadeur d'Espagne s'appelle le prince de Sellamar. Ah, il a laissé un nom dans l'histoire. Un des rares ambassadeurs, somme toute, qui ait laissé un nom dans l'histoire de France. Vous allez voir pourquoi dans un instant. On va monter une conspiration, figurez-vous. Quand je dis conspiration, c'était une conspiration certes un peu ridicule, mais
il faut dire que la comploteuse en chef n'est pas très sérieuse elle-même. C'est la duchesse du Maine, bien entendu. Alors, elle se lance dans la production de toutes sortes de documents séditieux. On ne se contente pas d'y brocarder le régent. On défend dans ces documents les droits de Philippe V, le roi d'Espagne, au trône de France. La duchesse du Maine et ses alliés envisagent bientôt de retourner les parlements et l'opinion en faveur du roi d'Espagne, quitte à menacer directement le pouvoir du régent et quitte à risquer de semer la discorde et le désordre dans le royaume. Ça commence à aller loin, tout ça. Ça va même trop loin. Les coupables activités de la duchesse du Maine s'effectuent, disons-le, un peu en marge, loin des regards de son mari, loin des regards du régime, même si les espions du régent, eux, sont parfaitement informés de tout. Et l'on se dit que le dénouement est proche. Arrive le 26 août 1718, où a lieu le terrible lit de justice par lequel le duc du Maine se voit imposer un nouvel abaissement. Qu'est-ce qu'on appelle un lit de justice ? C'est la réunion du Parlement en présence du souverain ou de celui qui en tient lieu, en l'occurrence du régent. Malgré le régent qui, semble-t-il, aurait préféré ne pas poursuivre de cette manière la charge contre Louis Auguste, le duc de Bourbon, rappelez-vous le duc de Bourbon, si proche par ailleurs par sa parenté de la duchesse du Maine, eh bien ce duc de Bourbon fait pression pour qu'on retire au duc du Maine la surintendance de l'éducation du jeune roi, charge qu'il récupère au passage pour lui-même, bien entendu. On peut dire que cette fois, le duc du Maine est politiquement réduit à néant, et pourtant, il veut affronter cette déchéance supplémentaire avec dignité. Il décide de prendre de la distance. Il s'installe dans son château de Sceaux, vous savez. Il décide de se lancer dans des travaux de religion, d'érudition. Il somme sa femme de cesser toute relation compromettante. Il est assez sage, ce duc du Maine. Il se dit qu'il faut attendre que la roue tourne, mais il est trop tard. Le régent a maintenant ce qu'il faut contre le duc et la duchesse du Maine pour faire un coup d'État quand il le jugera le plus opportun. Et justement, la guerre contre l'Espagne, contre Philippe V se précise. Montrer à quel point les intrigues espagnoles touchent de près le pouvoir peut convaincre l'opinion qui peine à envisager un conflit contre le petit-fils de Louis XIV. Voilà ce que note Jean-Luc Gourdin. Quant à M. du Maine, le régent est persuadé de son innocence. Clairvoyant, il ne lui reconnaît qu'une faute, s'être laissé abuser par sa femme. Aussi est-ce après bien des répugnances qu'il s'est décidé à frapper sa propre famille. Une fois de plus, et à contre-cœur, il s'est résolu à utiliser la maison du Maine comme moyen pour sa politique. Et en effet, le 29 décembre 1718, alors que la duchesse du Maine est arrêtée à Paris, Louis-Auguste, duc du Maine, est éclaboussé par la conspiration. Il voit se présenter des hommes en armes chez lui, à Sceaux, vous imaginez un peu. On l'envoie à la citadelle de Doullens, en Picardie, pour y végéter quelques mois entre tristesse et résignation. Beaucoup de prières aussi accompagnent la retraite sous bonne garde du duc du Maine. Encore une fois, sa malchance s'est vérifiée. Maintenant, sa chute est complète. Le déshonneur recouvre ce que son passé a pu compter d'honneur. Et sa femme, me direz-vous, est Louise Bénédicte. Eh bien, elle a été exilée à Dijon, elle passe son temps en crise de nerfs, elle livre des aveux complets de cette conspiration, bien entendu. Elle ne s'épargne pas au sujet de son mari. Elle écrit, elle est citée par Gourdin, « Je dois une justification authentique à monsieur le duc du Maine, et qui me tient infiniment plus à cœur que ma liberté et ma propre vie, c'est qu'il n'a jamais su le moindre mot de toutes ces intrigues, que je me suis caché de lui plus que personne au monde. » Alors on pourrait se dire, voilà, d'une certaine manière, qui innocente le duc du Maine, mais on pourrait dire aussi que c'est ce qui finit par le faire passer définitivement pour un innocent. Bonjour Jean-François Saulnon. Bonjour Franck. Merci beaucoup de commencer cette année avec nous et avec le duc du Maine, personnage d'une complexité folle. Nous allons y revenir avec vous dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Nous
sommes au cœur de la cour de Louis XIV cet après-midi puisque nous nous intéressons au parcours de Louis-Auguste de Bourbon, le duc du Maine, avec vous Franck Ferrand et avec votre invité Jean-François Saulnon, historien, professeur émérite des universités et auteur notamment de Louis XIV, Vérités et légendes, paru chez Perrin. Il faut peut-être, Jean-François Saulnon, que nous commencions par dire ce que sont devenus le duc et la duchesse du Maine après l'échec de cette conspiration malmenée de Celle-la-Mare. Lui va mourir, somme toute, assez tôt, en 1736. Oui, il meurt à 60 ans, une soixantaine d'années, et il meurt d'un cancer de la face. Lui qui avait, en dépit de ses difficultés pour tenir debout, pour marcher, avait un très joli visage, était depuis son enfance d'ailleurs animé d'esprit, un jeune homme, oui. un beau jeune homme et surtout un homme cultivé et plein d'esprit. Sa vie est un peu, non pas triste, mais retirée du monde puisqu'il se livre à des pratiques de dévotion, il aime lire, il est passionné d'histoire, il a déjà entamé des travaux d'écriture et puis il va s'éteindre donc en 1636, quelques années d'ailleurs avant sa pétulante épouse. Oui, alors elle deviendra l'une de ces charmantes vieilles dames du règne de Louis XV. Elle ne meurt qu'en 1753, dans son château de Sceaux, bien entendu. Je crois qu'il faudrait rassurer d'abord nos auditeurs qui ignoreraient jusqu'à aujourd'hui l'existence même du duc du Maine. Car il faut leur dire que c'est un personnage méconnu. Oui. De l'histoire de France. C'est un peu un fantôme de Versailles. Oui, c'est pas une figure de proue du XVIIe siècle français. C'est pas un grand militaire comme Turenne ou le maréchal de Luxembourg. C'est pas un grand administrateur. Il n'a pas exercé un mécénat comparable à celui des Condé, par exemple. Mais c'est un homme attachant. Oui, et c'est un personnage qui occupe une place très particulière. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors revenons justement aux enfants de Louis XIV. J'ai dit qu'il n'avait eu comme enfant légitime qu'un fils. En fait, il a eu pas mal d'enfants, mais ils sont tous morts en bas âge. Il a eu 6 enfants de la reine Marie-Thérèse, 3 équitablement partagés d'ailleurs, 3 garçons, 3 filles. Tous sont morts jeunes, à l'exception du premier-né, c'est-à-dire celui qu'on appelle le grand dauphin, oui. Monseigneur, qui est l'héritier de la couronne. Et puis, par ailleurs, Louis XIV a eu des enfants naturels, de Louise de la Vallière, de Madame de Montespan, de quelques autres encore. Il en a eu au total autour de 13, peut-être davantage à l'occasion de passades, oui. C'est très probable. Et il a porté un regard bienveillant à l'égard de cette seconde famille, en quelque sorte, puisqu'il les a légitimés et il n'a eu de cesse à les rapprocher de la famille légitime du royaume. C'est-à-dire que les enfants de Louise de la Vallière ont été légitimés et ceux de Madame de Montespan aussi. Alors, on va s'en tenir à ceux de Madame de Montespan, si vous voulez, aujourd'hui. Le duc du Maine, on y reviendra largement, bien entendu. Et il a 2 sœurs, il y en a même 3, mais enfin, on va parler des 2 qui ont vécu. Mademoiselle de Nantes et Mademoiselle de Blois. Mademoiselle de Nantes et Mademoiselle de Blois. C'est la deuxième Mademoiselle de Blois. La première, qui porte le même titre d'ailleurs, était l'enfant de Louise de la Vallière. Donc là, il y a 3 personnages auxquels il faut ajouter un 4e, un enfant, le fameux garçon, comte de Toulouse, le comte de Toulouse. Qui sera, lui, grand amiral de France. Et qui remplira très très correctement ses fonctions au Conseil de marine. Alors, le duc du Maine est donc un de ces enfants qu'on a légitimé. C'est une position très particulière. Non seulement il est bâtard, ce petit garçon, mais en plus il est handicapé, il faut le dire. Oui, c'est ça aussi qui le rend attachant, parce que quand on regarde les textes de l'époque, on est quand même assez surpris du politiquement incorrect que l'on lit sous la plume des chroniqueurs, parce qu'on le traite absolument de tous les noms. Enfin, oui. Exactement, de boiteux, le bâtard boiteux. Monsieur de Saint-Simon n'a que ce mot bâtard dans la bouche, qui était déjà péjoratif, comme il l'est encore aujourd'hui. Personnellement, je préfère parler d'enfant naturel, si vous voulez, sûr, et puis évidemment légitimé par la suite. Mais Saint-Simon exerce une rage dans ses mémoires à l'égard du duc du Maine. C'est d'autant plus paradoxal que lorsqu'il le rencontrait à la cour, il était tout à fait docile, Saint-Simon, et il avait de bons rapports avec le duc du Maine. Il est fielleux dans ses mémoires, mais il était très poli à la cour. Exactement, ouais. Il est allé même le féliciter lorsqu'il a obtenu des promotions de son auguste père. Mais il a écrit des choses absolument abominables. Il le traite de poltron, de cœur et d'esprit. Il dit qu'il est sorti du néant, d'un ténébreux néant, d'une naissance criminelle. Il n'a pas de mots ou d'expressions assez fortes. Alors, il est vrai que, sans aller jusqu'aux excès de Saint-Simon,
Maintenon. Je l'ai dit tout à l'heure, la naissance du duc du Maine, au départ, est une naissance clandestine. Madame de Montespan n'est pas censée avoir des enfants du roi, et donc on escamote cette naissance de nuit. Enfin, ça se fait. Déjà la naissance, en effet, le duc du Maine est né à Saint-Germain. Et on s'est empressé, non pas c'est le château de Saint-Germain-en-Laye. On ne l'a pas emmailloté convenablement, on l'a mis dans une couverture. Et c'est le duc de Lauzun qui a été chargé d'ailleurs de transporter ce petit être qui venait de naître jusqu'à une résidence dans la région parisienne, en espérant d'ailleurs que l'enfant n'allait pas crier au cours de ce déménagement. C'est incroyable. Donc c'est vraiment en catimini. Ah, tout à fait en catimini. Et on confie le paquet, si je puis dire, à une dame qui à l'époque est assez méconnue, qui est la veuve du poète Scarron, qui est la future Madame de Maintenon. Alors Madame de Maintenon va éprouver une véritable tendresse maternelle à l'égard de cet être, tendresse d'autant plus accentuée qu'il est handicapé. Et c'est une femme qui non seulement a de l'amour pour cet enfant, et pour les autres d'ailleurs, mais surtout pour le duc du Maine. Et c'est aussi quelqu'un, n'oublions pas, qui a des ambitions pédagogiques. Donc elle va s'occuper elle se vit comme une éducatrice. Très très près. Et d'ailleurs, lorsqu'elle va mourir, ce sera pendant la Régence, le duc du Maine sera très affecté par la perte de Madame de Maintenon. Ce qui va sans doute attacher davantage encore cette nourrice de fortune, si je puis dire, cette Madame de Maintenon à cet enfant qu'elle finira par considérer quasiment comme son propre enfant, c'est l'extraordinaire précocité de son esprit. On dit que c'était un petit garçon d'une grande intelligence. Grande intelligence, précocité, qu'il devait peut-être d'ailleurs à sa mère, parce que Madame de Montespan avait un esprit extrêmement délié. Le duc du Maine, il est à 50% Bourbon, et les 50 autres pourcents, ce n'est pas un rejeton des Habsbourg ou de la maison de Savoie, de la maison d'Angleterre, c'est un Rochechouart-Mortemart, ce qui n'est quand même pas si mal déjà, mais c'est surtout le fils de sa mère, et une mère qui tient un rôle important à la cour et qui a cet esprit Mortemart que tous les contemporains ont souligné. Alors on a un enfant qui est extrêmement précoce et surtout qui a beaucoup de charme, parce que ça aurait pu être un enfant vaniteux. Alors que là, il a les mots qu'il convient. Il plaît beaucoup d'ailleurs à son père. Louis XIV a beaucoup aimé. Tout de suite. C'est probablement le fils qu'il a le plus aimé. Et c'est là qu'il faut souligner l'importance du rôle de Madame de Maintenon auprès du duc du Maine. Par cet office qu'elle remplit, elle va se concilier peu à peu les bonnes grâces du roi. C'est-à-dire que si Louis XIV non seulement remarque mais se met à aimer Madame de Maintenon, c'est parce qu'il constate combien elle aime le duc du Maine. Ah, il avait eu une formule extraordinaire. Il avait noté que elle s'est bien aimée. En parlant de Madame de Maintenon, il y aurait du plaisir à être aimé d'elle. Et voilà, tout est dit. Et il est possible que dans l'attachement là encore qu'elle nourrissait pour le duc du Maine, Madame de Maintenon ait vu en quelque sorte une résurgence de tous ces soins qu'elle lui avait prodigués et qui lui avaient permis simultanément de franchir toutes les étapes jusqu'à sa position éminente. Non sans difficulté rencontrée avec la mère biologique, avec Madame de Montespan, parce que Madame de Montespan, qui s'intéresse assez peu à ses enfants, considère qu'elle a des droits de mère. Elle écrit à Madame de Maintenon, mais je sais mieux que vous ce qu'il convient de faire avec cet enfant. Alors c'est la mère qui élève et c'est la mère biologique, et le contraste et l'opposition est très forte, à telle enseigne que les deux femmes vont finir par se détester. Le duc du Maine n'apprécie pas tellement sa mère biologique. Il la trouve superficielle, il la trouve frivole. Oui. C'est quelqu'un qui est un monsieur sérieux, le duc du Maine. Voilà. Et il le montrera par la suite, on y viendra tout à l'heure. On pourrait presque dire que, et c'est ce qu'il y a de très intéressant dans ces vies royales et princières, ce qui est en train de se mettre en place, c'est un nœud psychologique très intéressant qui pourrait exister dans des familles aujourd'hui, à l'heure même où nous parlons, c'est-à-dire une mère biologique qui s'intéresse relativement peu, mais qui reconnaît à cet enfant son intelligence, sa grâce, une nourrice qui s'en occupe tellement qu'elle finit par le considérer comme le sien, et qui utilise par ailleurs tous les soins qu'elle prodigue à l'enfant pour se faire bien voir du père. C'est très subtil, comme... Oui, d'autant que s'occuper du duc du Maine, pour Madame de Maintenon, c'était pas une petite chose. Surtout dans la période où la naissance ayant été secrète, il fallait l'élever en dehors de tous les regards. Par conséquent, on avait affaire avec Madame de Maintenon, qui s'appelle encore la veuve Scarron à l'époque, on a affaire à une femme qui doit cacher l'entretien qu'elle fait de cet enfant royal, alors qu'elle a une vie
mondaine, elle a une vie parisienne, alors elle disparaît quelquefois pendant plusieurs jours, voire quelques semaines. Ce qui lui arrive, c'est simplement que l'enfant est malade. Oui, alors elle s'en est beaucoup occupée parce que la maladie et l'infirmité du Maine va solliciter tous ses soins. Alors on comprend mieux peut-être pourquoi Madame de Maintenon et le duc du Maine dès lors ont marché, si je puis dire, main dans la main. Et l'on va voir dans un instant jusqu'où est allée la faveur du duc du Maine auprès de Madame de Maintenon. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Il est l'un des fils de Louis XIV, il a été élevé par Madame de Maintenon, son parcours est assez incroyable et nous le découvrons cet après-midi sur Europe 1, le parcours du duc du Maine, avec votre invité, Franck Ferrand, Jean-François Saulnon, historien, professeur émérite des universités et auteur de Louis XIV, Vérités et légendes, paru chez Perrin. Et on peut dire que c'est un sujet qui fait réagir nos auditeurs et nos auditrices. Je ne vais pas poser toutes les questions qui nous arrivent, mais nous allons en revanche essayer d'y répondre à ces questions. Vous nous avez dit, Jean-François Saulnon, à quel point Louis XIV aimait ce fils. C'était son enfant préféré incontestablement. Il l'a soutenu, il l'a donc légitimé, mais il a fait mieux, il l'a très bien marié. Oui, ça fait partie de la politique générale de Louis XIV à l'égard des enfants légitimés, c'est-à-dire de les rapprocher le plus possible de la famille royale. Donc après la légitimation, qui a eu lieu très tôt, l'enfant avait 3 ans simplement, il y a eu donc une politique matrimoniale, une véritable stratégie matrimoniale. Elle a commencé en 1680 avec ses filles légitimées qui ont épousé donc des membres de la maison de Condé. Et puis là, c'est également le cas avec le duc du Maine qui épouse cette Louise Bénédicte de Bourbon, la petite fille du grand Condé, en 1692. Mais ça ne suffit pas encore. Et Louis XIV va progressivement, avec une certaine lenteur d'ailleurs, promouvoir ses enfants légitimés en prenant des décisions dont il est pleinement responsable. Par exemple, lui donner un rang intermédiaire entre les princes du sang et les ducs et pairs. Ce qui va beaucoup irriter les princes du sang. Et les ducs et pairs, dont Saint-Simon, évidemment, bien entendu. Et puis, il y a eu une progression qui va arriver jusqu'à la fin du règne. En 1714, le roi considère que ses enfants légitimés, Maine et son frère Toulouse, sont aptes à succéder à la couronne en cas d'extinction de la famille royale. On peut comprendre les motivations de Louis XIV qui avait perdu dans les années précédentes son fils le grand dauphin, son petit-fils le duc de Bourgogne, son arrière-petit-fils le duc de Bretagne et un autre petit-fils le duc de Berry. C'était une hécatombe dans la famille royale. Par conséquent, l'idée peut se concevoir. Mais juridiquement, elle est illégale. Elle va contre les lois fondamentales du royaume. C'est pour Louis XIV le moment où il va rompre avec les lois fondamentales du royaume. On pourrait dire qu'il franchit la ligne jaune. Ah, tout à fait. Oui. Là, c'est quelque chose qui aurait pu susciter une véritable révolte, qui n'intéresse évidemment que les membres du Parlement et les élites politiques. Mais Louis XIV a fait un pas de plus dans cette promotion, oui, voilà. Et il met en péril, en quelque sorte, l'équilibre. Alors, quel a été dans cette attitude et dans cette politique de Louis XIV, quel a été le rôle de la protectrice du duc du Maine, de sa maman d'élection, si je puis dire, de Madame de Maintenon? Alors, Madame de Maintenon, on le sait bien, elle n'agit pas directement, elle agit indirectement, elle est dans l'ombre, on l'imagine bien, dans sa chambre, le roi recevant ses ministres d'un côté de la chambre, et elle en train de faire des travaux de couture ou de broderie dans un autre angle, bien calfeutré, oui. Bien protégé des courants d'air et des vents coulis de Versailles. Il n'en reste pas moins qu'elle a un rôle, tout de même, un rôle indirect mais important. Elle a toujours eu ce rôle de protectrice à l'égard du duc du Maine, y compris dans les aspects matériels d'ailleurs. C'est elle qui a obtenu que le duc du Maine puisse s'installer au château de Clagny à Versailles, qui était le château de sa mère, oui. De Madame de Montespan. C'est elle qui l'a poussé à acheter le château de Sceaux, qui appartenait au Colbert et qui avait été embelli par le fils de Colbert, par Colbert de Seignelay. Et là encore, évidemment, elle travaille à la promotion de ses enfants, et notamment de Louis-Auguste, qu'elle affectionne tout particulièrement. Il faut dire que cet enfant, évidemment, il est quand même fils de roi. De la main gauche, sans doute, mais fils de roi. Et dès sa naissance, il a été choyé et a reçu quantité de fonctions qu'un enfant ne peut pas exercer. Il a été grand maître de l'artillerie, il a été oui, il a toutes sortes de grands titres, lieutenant général des campagnes militaires. Il a d'ailleurs servi dans les campagnes militaires.
Il est présent sur les champs de bataille, mais c'est pas son affaire. Alors que Philippe d'Orléans, son cousin, le neveu de Louis XIV, lui joue un rôle militaire important. Oui, il est soucieux de gloire. C'est un vrai soldat, Philippe d'Orléans. Oui, le duc du Maine, c'est pas son affaire. C'est un homme de cabinet, c'est un homme de bibliothèque, c'est un homme de livres. On dit que dans les dernières semaines de sa vie, Louis XIV aurait subi une véritable pression de la part de Madame de Maintenon, qui voyait que le roi allait mourir et qui se disait c'est le moment ou jamais de sauver, de défendre les intérêts du duc du Maine. Et elle l'aurait donc harcelé littéralement pour qu'il donne au duc du Maine une place beaucoup plus importante dans son testament. Il le dit d'ailleurs à l'archevêque de Noailles. Il y a trois pressions qui s'exercent sur Louis XIV dans les derniers jours, les dernières semaines de sa vie. Il y a la pression de Madame de Maintenon, c'est incontestable. La pression du duc du Maine également. Et puis la pression du père jésuite et confesseur du roi, c'est-à-dire le père Le Tellier. Et Louis XIV l'a dit sans nommer ceux qui exerçaient cette pression. Vous l'avez voulu, dit-il à son fils, mais sachez que quelque grand que je vous fasse, et que vous soyez de mon vivant, vous n'êtes rien après moi, et c'est à vous après à faire valoir ce que j'ai fait pour vous, si vous le pouvez. Louis XIV n'est pas dupe du testament qu'il rédige. Il sait d'ailleurs que le testament de son père Louis XIII avait été cassé. Par conséquent, il peut s'attendre en effet à un changement de politique, mais il dit très volontiers qu'il a cédé à son entourage. On l'a voulu, dit-il. On m'a tourmenté. C'est quand même bien Madame de Maintenon. On ne m'a pas laissé en repos. C'est assez curieux de voir Louis XIV dire on m'a pas laissé en repos. On m'a poussé à cette reconnaissance. Il faut dire que l'homme est très âgé ici et qu'il est au bord de la mort. Alors, il meurt donc le 1er septembre 1715. Aussitôt, dans la foulée, le Parlement de Paris va casser le fameux testament et l'on voit le neveu du roi, le prince Philippe d'Orléans, devenir le régent de plein droit, si je puis dire. Tout de suite, le duc du Maine rend les armes d'une certaine manière. Il abandonne le terrain. Oui. Il faut songer donc à ce fameux événement du 2 septembre 1715 devant le Parlement de Paris qui fonctionne en tant que cour consistoire des lois, comme on disait, avec les ducs et pairs présents. Et c'est là où on se rend compte de la duplicité de Louis XIV, parce que sur son lit de mort, Louis XIV a dit à Philippe d'Orléans, vous serez le régent. Puis on ouvre le testament et on s'aperçoit qu'il n'est pas régent. Oui. Il est, si j'ose dire, simplement le président d'un conseil de régence avec l'énumération des membres de ce conseil. Et le duc du Maine a des pouvoirs importants puisqu'il a la garde et la tutelle du jeune Louis XV. Avec la force armée qui va avec, mais ce oui, qui est parce très qu'il important. dirige la maison militaire. Déjà lui-même était colonel des Suisses et des Grisons et ça représente des régiments. Par conséquent, on peut toujours imaginer une pression militaire sur le jeune roi. Il faut dire, c'est David qui nous le rappelle via Twitter, que la sœur du duc du Maine avait épousé Philippe d'Orléans par ailleurs. Oui. Mademoiselle de Blois, numéro 2, était l'épouse de Philippe d'Orléans, aux grands dents de la mère de celui-ci, c'est-à-dire la princesse Palatine, qui n'avait pas hésité à gifler son fils en public pour protester contre ce mariage. On comprend que la princesse Palatine ait donc de gros griefs contre les bâtards, comme elle les appelait, et notamment contre le duc du Maine. On comprend que Saint-Simon aussi en est, puisque on lui a volé en quelque sorte son rang de duc et père. Est-ce que les historiens, après eux, ont eu raison de donner au duc du Maine une place tellement subalterne dans nos manuels ? Non, dans la mesure où il est représentatif d'un certain nombre d'événements importants du règne de Louis XIV. On a parlé de la légitimation tout à l'heure. Le roi n'était pas contraint de légitimer ses enfants naturels, il aurait pu les oublier. Or, il ne l'a pas fait, il les a légitimés. Et il les a légitimés en leur octroyant un certain nombre de faveurs. C'est un père aimant. Alors on n'imagine pas cela de Louis XIV parce qu'on le voit toujours en portrait de majesté par Hyacinthe Rigaud, oui. Mais c'est un homme qui aime les enfants. Il est venu à plusieurs reprises dans cette petite maison de la rue de Vaugirard lorsque le duc du Maine était enfant. Et il est venu voir son fils, il l'a fait sauter sur ses genoux. Et Madame de Maintenon par la même occasion. Et Madame de Maintenon étant à côté. Et ensuite, on voit l'importance que Louis XIV accorde au rang et surtout dans l'esprit du roi de maintenir la continuité du pouvoir lorsqu'il sait, bien entendu, qu'il est aux portes de la mort. Et le duc du Maine, représentant de l'ancienne cour en quelque sorte, est symbolique de tout cela. Est-ce que finalement le principal adversaire du duc du Maine, on va dire ses deux principaux adversaires, n'ont pas été son appartenance à l'ancienne cour, c'est-à-dire qu'il était démodé, si je puis dire, il n'était plus de son temps après 1715, et puis bien sûr son épouse, sa remuante épouse, Louise Bénédicte.
Alors, il n'était plus de son temps, en effet, dans une cour de Louis XIV vieillissante, dévote, pour ne pas dire bigote, et quand on sait l'explosion des mœurs au temps de la Régence, et notamment de Philippe d'Orléans, qui apparaît comme le grand libertin, et pas seulement dans le film Que la fête commence, mais aussi en réalité, eh bien, on se rend compte en effet qu'il est dépassé par les nouveautés. C'est un homme qui regarde plutôt le passé, c'est incontestable. Oui, et c'est un homme qui n'aura pas la force de s'opposer à cette remuante épouse. C'est pas un homme politique, c'est un homme qui a été très largement dominé par sa petite épouse, celle qu'on appelait la poupée de sang, d'ailleurs, qui est, comme vous l'avez dit, extrêmement active, toujours pleine d'idées, plus ou moins farfelues d'ailleurs. Souvent mauvaises, oui. Mais qui a eu un grand mérite, c'est que dans son château de Sceaux, elle a su faire la liaison entre les fêtes, les divertissements, la culture de cour de Louis XIV et la vie de société du XVIIIe siècle parisien. Et les grandes nuits de Sceaux qui occupent la princesse entre 1714 et 1715, donc à la fin du règne de Louis XIV, avec toute une escouade de poètes, de musiciens, mathématiciens. Je pense à Malézieux. Elle est parfaitement informée de tout ce qui concerne les mathématiques, l'astronomie, la géométrie. On peut dire qu'elle est le trait d'union entre une vieille cour Louis XIVienne qui s'est un peu fossilisée en raison de l'âge d'ailleurs du prince et la sociabilité des Lumières au XVIIIe siècle. Voltaire a fait partie de ces grandes nuits de Sceaux. Le régent Philippe d'Orléans aurait pu en vouloir, il avait toutes les raisons d'en vouloir à ce pauvre duc du Maine. Il ne va pas être bien méchant, somme toute. Quand il a été emprisonné dans la citadelle de Doullens, il a été à peu près une année emprisonné, mais on s'est très vite rendu compte que c'était pas un conspirateur né. Et par conséquent, on l'a laissé vieillir à Sceaux entre ses manuels de religion et ses livres d'histoire, aimant ses enfants qui n'ont pas eu de postérité d'ailleurs, le prince des Dombes et le comte d'Eu, en particulier une de ses filles qu'il aimait tout particulièrement, et il s'est éteint, j'allais dire sans histoire, en laissant derrière lui toute cette agitation de la cour de Versailles. Merci beaucoup Jean-François Saulnon. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage paru l'été dernier chez Perrin, Louis XIV, Vérités et légendes. Merci. Et dans un instant, Franck vous répondra à la question d'Aurélie qui veut en savoir plus sur les noms des rois de France. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, nous restons à la cour des rois, puisque c'est une question d'Aurélie sur le site internet europe1.fr qui vous demande, Franck, quelle est l'origine des noms des rois de France? Philippe, Louis, Henri, François. Alors, Philippe, c'est le vieux prénom grec Philippos, hein, celui qui aime les chevaux, bien entendu. Un prénom royal porté, on peut dire, quasiment dans toutes les monarchies. Il y a des empereurs romains, byzantins, germaniques, des rois de France, d'Espagne, des princes de Savoie, de Navarre, que sais-je, de Grande-Bretagne, bien entendu, qui s'appelle Philippe. Je n'insiste pas. Henri, un peu même genre, si je puis dire, de destinée pour ce prénom. C'est un prénom germanique qui vient de Heimrich. Heim, c'est le foyer, la maison, et puis Rich, c'est le Rex, c'est le roi. Donc c'est la maison du roi d'une certaine manière. On voit se développer ce prénom Henri à partir du X-XIe siècle essentiellement. Ça va être le grand prénom de l'époque médiévale. Et vous savez que en France, 4 rois ont porté le nom d'Henri. Il y aurait pu en avoir 5 si le comte de Chambord avait accepté le drapeau tricolore. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Et puis, le plus intéressant, évidemment, de tous, c'est ce prénom Louis qu'ont porté tous ces rois, 16 rois de France, 17 si l'on compte le fils de Louis XVI, enfin disons 16 rois officiellement. Et ce prénom Louis, il vient directement de Clovis en fait, puisque au départ, donc Clovis ça vient de Clodovic en germain, qui a donné Clodovicus en germano-latin, vous voyez, et ça signifie l'homme célèbre par ses combats. Et petit à petit, le C initial est un petit peu tombé. Il a été aspiré par le H, si je puis dire. Quant au V, eh bien, il s'est transformé en un U. Et ce Clovis est devenu petit à petit Louis et donc Louis. Voilà. Donc c'est l'origine du prénom de nos rois de France. Je vous rappelle quand même qu'un des rois, non pas de France, mais des Français, Louis-Philippe, portait lui les 2 prénoms.
Je vous signale aussi, puisque j'ai une seconde pour le faire, que puisque vous avez beaucoup aimé Jean-François Saulnon aujourd'hui, oui. Il reviendra nous voir dès demain pour parler d'un tout autre sujet, puisque demain nous serons à Lépante, nous parlerons d'une grande bataille navale.